Bonjour à tous, merci à vous pour cette introduction, merci Christian pour la confiance que tu me mets sur le programme équilibrage et autres au sein de KineWest. Pascal, tu parlais de pluriprofessionnalité. Dans cette journée, il y a une intervention sur la nutrition, donc on a intégré dans cette journée la pluriprofessionnalité. Donc je vais démarrer ma communication sur historique et bilan du programme équilibrage, qui sera surtout l'historique et le bilan de la partie événementielle. Et on ne peut pas démarrer sans retrouver une vieille photo dans les c'est dommage, c'est pas assez clair. Une vieille photo dans les archives avec la première convention signée avec la CPAM, avec la CPAM, avec la MSA, avec le CODERPA, la Mutualité et le CODES sur la mise en place des ateliers événementiels où je vous montrerai l'image de façon un peu plus claire. Vous avez Christian qui n'avait pas encore ses cheveux blancs et Jackie qui sont présents sur cette photo. Donc le programme équilibrage, 20 ans en arrière, on avait donc un financement historiquement de la CPAM. En 99, quand ça s'est créé, suite à l'initiative de la Sartre, si je ne m'abuse, qui avait déjà un financement de la CPAM, nous avions fait les démarches pour avoir un financement initialement pour 8 ateliers en Bretagne. Donc ils se sont déroulés pendant 10 ans, principalement animés par des kinésithérapeutes très proches donc du bureau et très proches du réseau. Et ensuite, on est allé développer ces formations auprès des kinésithérapeutes pour nous permettre d'avoir un meilleur mariage territorial que je vous présenterai un peu plus loin. 2009, la CPAM a arrêté de subventionner, et c'est historiquement la CARSAT qui nous a permis un accompagnement sur maintenant 10 ans de nos ateliers et qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui sur la prévention des chutes auprès des personnes âgées, mais pas que. La CARSAT ne travaille pas que sur la prévention. La CARSAT s'est regroupée avec les autres caisses de retraite en 2007 pour créer Cap Retraite et nous accompagner. Et on a eu en 2017 l'arrivée de la conférence des financeurs qui a grandement fait évoluer le paysage de la prévention et le paysage des ateliers sur les territoires avec un abondement de financement qui nécessitera maintenant d'avoir un maillage territorial différent afin de ne pas avoir que des ateliers par-ci, par-là, sans cohérence entre eux. Ces ateliers, initialement, quand on les avait faits, on était assez précurseurs et on avait peu d'autres opérateurs. Les photos, elles passent vraiment mal. C'était une photo de Christian pour remettre une photo de Christian. Et la deuxième photo, c'est un atelier où on avait une conférence à plus de 100 participants. Aujourd'hui, quand vous animez vos ateliers événementiels, quand on a 20, 25 participants, c'est généralement ce qu'on arrive à avoir pour mettre en place un atelier. On avait historiquement très très souvent plus de 100 participants aux conférences et on réussissait quelquefois à mettre 3 ateliers en place sur une même commune, ce qui aujourd'hui est quasiment, je dis quasiment parce qu'on y arrive encore quelques fois, notamment sur le secteur de Saint-Malo, mais on a rarement aujourd'hui plus de 1, quelquefois 2 ateliers événementiels. Et malgré une communication qui a démarré de façon très simple, où l'ancienne affiche des ateliers équilibrage, où on voit qu'on a grandement évolué en termes de communication, avec maintenant des affiches beaucoup plus vendeuses, qui parlent beaucoup plus et qui font référence dans notre réseau. Donc voilà pour la partie historique et communication. Nos ateliers événementiels, donc je vous le disais, on a commencé à 8 ateliers, 10 ateliers sur les années 99, 2000. Et en 2003, jusqu'en 2009-2010, on a eu une augmentation croissante de nos ateliers pour atteindre, dans les années de 2009 à 2013, une centaine d'ateliers par an sur l'ensemble de la Bretagne. Donc on avait un maillage territorial assez important. À cette époque, l'objectif des financeurs était que toutes les communes puissent avoir un jour un atelier. Non, et maintenant, on est sur des parcours de prévention, qui est une démarche différente, on le verra un petit peu plus tard. Mais on a un maillage territorial fort intéressant qui nous a permis, en reprenant tous les points des ateliers que l'on fait depuis 20 ans, où quasiment toute la Bretagne, hormis certaines zones creuses qui sont creuses en termes de participants, mais aussi en termes de kinésithérapeutes, parce qu'il y
il y a aussi cette problématique de pouvoir avoir un professionnel qui peut animer l'atelier. Ce n'est pas suffisant d'avoir uniquement sur un territoire un besoin, il faut pouvoir répondre à ce besoin. Donc on a eu ce maillage territorial et on a, au fil des ans, augmenté notre nombre de participants par atelier, ce qui montre que notre organisation arrive à avoir de plus en plus de participants et montre une certaine cohérence et permanence en termes de gestion administrative. On a démarré en 99 à 9 participants en moyenne par atelier et on est aujourd'hui à 10,4 participants par atelier en moyenne. On a rarement, jusqu'à l'année dernière, eu aucun atelier après l'organisation d'une conférence. Avec l'augmentation du nombre d'ateliers, ça peut arriver quelquefois. Donc, je vous ai remontré la carte. En termes d'évolution de notre programme, donc vous le savez, notre programme de prévention, il est fait avec une réunion préparatoire d'1 heure avec les acteurs locaux, puis une conférence de 2 heures, puis 12 séances d'1 heure. Historiquement, on n'avait pas cette réunion préparatoire. On l'a fait afin de pouvoir se coordonner et ça a été plutôt une bonne réussite. La réelle évolution de notre programme, elle a fait suite à la modification du cahier des charges de Cap Retraite en 2015, où on était historiquement à 8 séances d'1 heure 30, ce qui convenait assez bien aux kinésithérapeutes, ce qui permettait pour les communes d'organiser les salles entre 2 vacances scolaires, et ça permettait d'avoir des séances d'1 heure et demie pour travailler beaucoup de choses avec les participants. Donc c'était un apport intéressant. Depuis 2015, on a la contrainte de devoir faire au minimum 12 séances, qui est une contrainte qui se justifie, même si pourquoi 12 et pas 30, c'est encore une question qui se pose. Je reviendrai dessus cet après-midi sur les ateliers permanents. Ce passage à 1 heure a été une grosse modification de notre programme. Et là, la principale évolution que l'on a et qui nous amène à repenser de plus en plus nos ateliers événementiels, c'est la notion de parcours de prévention interopérateur. Aujourd'hui, Cap Retraite pourra me le confirmer, je pense, hein, on a des difficultés à mettre en place certains ateliers parce qu'on a une demande de travail interopérateur qui, comme elle est débutante, elle est encore assez balbutiement. Et on a certains départements, on sait cette année qu'on aura du mal à réaliser l'ensemble de nos ateliers dû à ces contraintes de coordination. Donc voilà l'évolution de notre programme sur la partie événementielle. Et je n'ai pas mis ici l'évolution avec les premières subventions d'activité physique adaptée qu'on a reçues et qui se sont faites au sein de notre programme sur la pérennisation des bénéfices permis par le premier atelier événementiel. Quelque chose qui a existé, qui aujourd'hui n'existe plus, c'est les ateliers en SSR. On avait beaucoup développé ces ateliers en SSR dans une optique de partenariat ville-hôpital et de valorisation de l'exercice du kinésithérapeute en salarié aussi, et puis de permettre un autre format que l'hôpital de jour dans les structures en s'appuyant sur la plus-value que peuvent avoir les plateaux de rééducation. Donc on a eu Landerneau, on a eu Rennes, donc à Champy, on a eu Ploufragan. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces ateliers sont terminés. On n'a pas réussi à les pérenniser. La raison principale, c'est qu'ils sont entrés en concurrence avec les hôpitaux de jour. Et que par cette entrée en concurrence, les structures ont fait le choix de privilégier leurs hôpitaux de jour plutôt que la pérennisation des ateliers. Et corrélé à ça, la difficulté d'avoir des professionnels salariés aujourd'hui qui dégagent du temps en dehors de leur exercice salarié habituel. Donc ces ateliers en SSR sont toujours des éléments qui sont intéressants en termes d'exercices différents dans les structures. Je pense qu'on peut continuer à y apporter beaucoup de choses, mais nos ateliers permanents peuvent répondre autrement à cette question de différenciation de l'hôpital de jour. Donc l'évolution de nos ateliers nous a amené à avoir des ateliers qui sont intégrés dans des parcours, qui sont des ateliers fixes construits dans la durée, c'est-à-dire nos ateliers permanents, où c'est toujours la même heure, toujours le même kiné, 40 semaines par an, afin de permettre, pour ceux qui orientent, d'avoir un seul lieu de référence, et de permettre ensuite une sortie vers, logiquement, les activités physiques adaptées, qui est encore aujourd'hui un bémol de notre programme, où on a du mal à trouver des activités réellement adaptées
aux capacités des personnes en sortie d'atelier permanent. Donc c'est l'évolution de notre programme équilibrage. Et l'évolution de notre programme équilibrage, elle passe par une évaluation de notre programme. On avait fait en 2012, la CARSAT avait organisé en 2012 à Ploufragan une journée régionale sur la prévention. On avait réalisé une évaluation, c'est notamment Jackie qui l'avait présentée. Et donc j'ai refait cette année une évaluation. Et là, je vais vous présenter le comparatif entre les deux évaluations et voir comment notre programme pourrait être amené à évoluer. Donc Christian, vous le disiez tout à l'heure, on est à 300 kinésithérapeutes formés, 305 kinésithérapeutes formés à la méthodologie prévention des chutes par KinéWest Prévention aujourd'hui. En 2012, on était à 200 kinésithérapeutes, on avait eu 116 réponses au questionnaire. Le questionnaire que j'ai envoyé il y a quelques semaines maintenant, on a reçu 98 réponses, ce qui est plutôt positif en termes de retour. Les motivations d'inscription à la formation restent les mêmes. La majorité, c'est d'animer des cours collectifs. Le deuxième objectif, qui est d'améliorer la prise en charge de la personne âgée. Et pour une minorité qui est à peu près de 15%, c'est de répondre à la demande de KinéWest Prévention. C'est notamment pour les zones où on n'a pas d'animateur aujourd'hui et on souhaite développer des programmes sur des zones où il y a des besoins. La mise en application après la formation, elle est très dépendante de est-ce que les personnes sont en Bretagne ou pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, même si ça s'est développé dans d'autres régions comme Pascal l'a dit, ça reste la Bretagne qui a la structuration administrative qui permet le plus facilement d'animer des ateliers de prévention. Donc on a aujourd'hui 2 fois plus de personnes qui animent des programmes de façon subventionnée en Bretagne qu'ailleurs. Et, on le voit, les programmes d'activité non subventionnés sont quasiment jamais réalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans les financeurs, on aurait énormément de difficultés à développer des ateliers d'équilibre de groupe à destination des personnes âgées. Certains le font par des cours de gym, qu'ils appellent cours de gym santé kiné, gym santé senior. C'est des choses qui se sont développées, qui fonctionnent pour les kinésithérapeutes qui l'ont mis en place. Mais il y a toujours ce frein financier pour les personnes qui, grâce aux financeurs, est limité. On est aujourd'hui à 20 € de participation par atelier, pour rappel. Cette formation, elle a aussi pour but d'améliorer l'activité du professionnel, pas uniquement pour les ateliers d'équilibre, mais aussi l'activité en cabinet. Le questionnaire qui avait été fait par Jackie, on retrouve à peu près les mêmes résultats pour ceux de cette année, donc je vais inciter là-dessus. La modification des exercices suite à l'atelier de la formation prévention des chutes chez les personnes âgées, c'est pour 91% des kinésithérapeutes. Donc on voit que notre formation qui est très pratique, très orientée sur la pratique, répond à un besoin des kinésithérapeutes et permet une modification à la fois en cabinet et à domicile de nos pratiques derrière. Le dépistage des facteurs de risque de chute, qui est fait beaucoup plus par les kinésithérapeutes a posteriori de la formation qu'avant la formation. Et les conseils sur l'habitat, où il est vrai que dans notre formation initiale, on a peu d'éléments sur le conseil dans les habitats des personnes âgées. Et suite à la formation, on a à peu près la moitié des kinésithérapeutes qui considèrent qu'ils ont amélioré leurs conseils auprès des habitats. Aujourd'hui, 3/4 des kinésithérapeutes considèrent qu'ils ont souvent modifié leur pratique suite à la formation auprès des personnes âgées, ce qui est quand même l'objectif de l'amélioration de la prise en charge de la personne âgée, qu'elle soit en soins ou en prévention. Donc là, sur l'avenir de notre programme, la question de l'activité physique adaptée pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'y reviendrai dessus en toute fin de journée sur qu'est-ce que c'est. J'ai profité de ce questionnaire pour poser la question de si les kinésithérapeutes seraient intéressés pour animer de l'activité physique adaptée selon le texte législatif, c'est-à-dire dans le cadre des affections longue durée, pas les activités physiques adaptées format cours de gym qu'on peut voir assez souvent aujourd'hui. On a quand même 2/3 des kinésithérapeutes qui sont intéressés par l'animation d'activités physiques adaptées dans le cadre des pathologies chroniques. Et à KinéWest, en ce sens, on a quelques formations organisées d'ici la fin de l'année et l'année prochaine sur l'animation de l'activité physique adaptée dans le cadre de parcours spécifiques pour
pour avoir ce créneau où on a une réelle plus-value en interprofessionnalité, mais on a une réelle plus-value à jouer sur les pathologies difficiles et chroniques. La question du format. Le format 12 fois 1 heure, il convient très peu aux kinés. On a 60% qui nous disent non, 20% qui nous disent oui et 20% qui nous disent la préférence, c'était quand même 1h30. Donc on voit que ce format de 1 heure pose grandement question. On revérifie, on va sûrement modifier nos dossiers de subvention pour proposer 12 fois 1h30 les années suivantes. 12 séances, on est obligé de les garder parce que c'est la contrainte de Cap Retraite et il faut aussi répondre aux demandes des financeurs. Et c'est une demande et c'est un besoin de la population d'avoir des exercices sur une durée de plus en plus longue, sur une régularité de plus en plus longue, donc c'est tout à fait cohérent. Mais en 1 heure d'atelier, on fait quand même beaucoup moins de choses en 1h30. Pour ceux qui ont connu les 1h30 avant, il y a beaucoup plus d'éléments qui pouvaient être travaillés, notamment l'endurance, notamment la capacité cognitive qui était aussi réalisée à ce moment-là. Après, une évaluation un peu plus interne, c'est comment les kinésithérapeutes qualifient l'organisation de KinéWest Prévention aujourd'hui. Les kinésithérapeutes la qualifient de très bonne pour l'immense majorité et de bonne pour le reste. Donc, on voit, et notamment par le travail de Solène, parce que c'est principalement Solène qui œuvre sur ces ateliers d'équilibre. Elle est toujours en bas ou en train d'afficher dans les salles pour cet après-midi. C'est principalement Solène qui œuvre sur cette question-là. Il faut la remercier pour tout le travail effectué, comme disait Christian, depuis 20 ans sur un même programme avec énormément d'efficacité. Et c'est une vraie plus-value, je pense, pour les financeurs d'avoir toujours le même interlocuteur au sein de la structure pour éviter de systématiquement changer de personne. La rémunération, globalement, convient à 80% des kinés. On a quelques kinés qui considèrent que la rémunération, donc je pense que si elle ne leur convient pas, c'est qu'elle n'est pas suffisante. Je ne pense pas que la rémunération est considérée comme trop élevée. Mais on a quand même 80% des kinésithérapeutes qui considèrent que la rémunération des actions est suffisante. Donc c'est plutôt positif, sachant qu'on s'attache à ce qui est une augmentation annuelle quand on le peut au niveau de la structure. Et vous êtes aussi 80% à estimer que KinéWest vous apporte suffisamment de soutien scientifique dans l'actualisation des connaissances pour continuer à mettre en place vos ateliers. Donc c'est assez positif, c'est notamment le travail que Christian avait réalisé ces dernières années et qui maintenant va incomber à ma charge forcément pour les années à venir. Tous les kinésithérapeutes qui sont intervenus avec KinéWest Prévention nous recommandent pour la mise en place d'un atelier. Donc ça, c'est rassurant de se dire que même si les kinésithérapeutes peuvent mettre individuellement en place des ateliers, ils nous recommandent pour la mise en place des ateliers. Et dans les retours individuels que j'ai, c'est vrai que les kinésithérapeutes sont assez contents de se décharger de toutes les contraintes administratives, en tout cas d'une grande partie de celles-ci, pour la mise en place des ateliers. En conclusion, c'est aujourd'hui un programme qui est allé jusqu'à 100 ateliers par an il y a quelques années. Ça a été l'apogée des ateliers événementiels. On a ensuite eu une diminution de ce nombre d'ateliers. On a une augmentation des autres opérateurs, des financeurs, donc ce qui nous complexifie nos démarches aussi, parce qu'avant, réaliser un seul dossier subvention, avoir un seul interlocuteur, c'était rassurant, c'était facile à organiser. Aujourd'hui, il y a une nécessité de continuer à innover et je pense que l'évolution de notre programme équilibrage ira vers une diminution des ateliers événementiels au profit des ateliers permanents comme on peut le faire depuis quelques années et un développement, je l'espère, vers des activités physiques adaptées, réellement adaptées sur des pathologies chroniques avec des publics spécifiques. Voilà pour le bilan du programme équilibrage. Vous aurez cet après-midi la partie des ateliers permanents. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais laisser la place au professeur. Je viens juste reprendre sur les changements dont tu parlais depuis 2015 sur le nombre de séances et la durée des séances. En fait, c'est peut-être des choses que nous pourrions faire remonter à nos caisses nationales parce qu'en fait, c'était lié à la mise en place de référentiels par l'interrégime en 2015. En 2015, les caisses de retraite, notamment MSA, l'ex-RSI et Picarsat, se sont constituées en interrégime pour essayer de fédérer un peu leur programme de prévention et de leur donner de la cohérence sur le territoire national.
Et pour cela, il y a eu une note d'orientation complète qui a été faite avec des référentiels par thématique. Donc nous, aujourd'hui, sur l'interrégime, nous sommes sur 7 thématiques: l'équilibre, l'activité physique adaptée, la mémoire, la nutrition, l'habitat, le bienvenu à la retraite qui est pour les nouveaux retraités et le bien vivre sa retraite qui est sur un petit peu santé globale. Et du coup, il y a eu un cadrage très précis de fait dans chaque référentiel, dont le référentiel équilibre, avec un nombre de séances, un contenu de séances, des tests référents, le type de professionnels qui pouvaient les animer, et puis des évaluations. Alors, aussi des évaluations qui nous intéressent. On a 3 niveaux d'évaluation sur les ateliers. C'est le T0 au début de l'atelier, le T1 à la fin de l'atelier, et les T2 3 à 6 mois après la fin de l'atelier. C'est aussi des choses qu'on observe parce qu'aujourd'hui, on a un outil national qui s'appelle Web Report qui permet de saisir ces évaluations, et on espère au niveau national pouvoir en retirer des choses tout à fait intéressantes. Mais en tout cas, sur la durée de l'atelier et le nombre de séances, alors peut-être voir avec les autres opérateurs équilibre qu'il y a sur la région, si vous partagez les mêmes constats sur le souhait peut-être de revenir à 1h30 et un nombre de séances différents, nous faire remonter, on peut toujours faire remonter au niveau national ce type de remarques. En tout cas, pour nous, c'est un programme intéressant, bien évidemment. Tu l'as cité, il y a une antériorité. Nous, c'est un programme un peu historique, en tout cas au niveau de la CARSAT, qu'on continue à suivre et puis qui doit trouver sa place aussi avec l'ensemble des financements. Alors, sur les difficultés avec les multifinanceurs qui existent aujourd'hui, nous, en tout cas, le souhait de Cap Retraite, c'est de se coordonner avec les conférences des financeurs. Nous avons déjà fait un appel à projet commun en 2018 avec la conférence des financeurs 35. Et nous sommes en train de travailler avec les autres départements pour peut-être aussi harmoniser. Et nous, essayer de continuer à travailler sur la partie accompagnement des programmes, planification des programmes, puisqu'on a aussi un observatoire des fragilités qui permet d'essayer de mailler le territoire, notamment les territoires qu'on appelle les plus fragiles, où c'est peut-être plus compliqué d'aller faire des ateliers, où il y a peut-être une offre de soins qui est moins importante, et où les populations ont du coup des besoins aussi qui méritent d'être pris en compte. Voilà. Et puis d'essayer aussi de travailler des ateliers spécifiques. Les ateliers permanents, c'est vraiment une réponse qu'on trouve vraiment intéressante sur repérage du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, pour vraiment avoir une attention particulière aux personnes qui sont repérées avec un risque de chute ou sur une autre thématique, la nutrition, la mémoire, et qu'on peut accompagner de façon peut-être un petit peu différente. L'atelier permanent, c'est un autre public, mais c'est vraiment intéressant avec des résultats qui sont quand même un peu différents, bien évidemment, des ateliers qu'on appelle événementiels. Et puis juste pour terminer, les référentiels, ils sont disponibles sur les sites internet, on peut vous les mettre à disposition. Et l'ensemble des référentiels ont vocation à être complémentaires les uns des autres. On parlait de parcours de prévention. Aujourd'hui, ça a été travaillé pour être complémentaire et donner aux personnes ce qu'on appelle, nous, les clés du bien vieillir. C'est-à-dire que les personnes retraitées qui sont encore autonomes, on puisse leur permettre, avec l'ensemble de ces conseils, de cheminer de façon autonome leur vie de retraité. Voilà, c'était les précisions que je voulais apporter. Merci, Laurence. Merci beaucoup pour ces précisions. D'autres remarques ? Je rebondis sur ce que disait Laurence. Pour ceux qui vont animer des ateliers là, et qui ont déjà reçu leur kit, vous avez vu le nombre de questionnaires importants. C'est notamment tous les nouveaux questionnaires, tous les questionnaires où maintenant on a beaucoup plus la contrainte de les remplir sur le T0, T1, T2, avec cette évaluation initiale à 12 séances et à 6 mois que nous on réalisera ensuite par le biais d'un envoi courrier. Mais c'est pour ça que vous avez beaucoup plus de papier que les fois précédentes. Et on s'interroge d'ailleurs sur les faire en présentiel des T2. On en reparlera dans des réunions que nous organisons parce que il y a des taux de retour qui sont, globalement en tout cas sur tous les ateliers, qui sont quand même moins bons sur le T2. Pourtant le T2, c'est comment la personne se situe dans sa vie 3 à 6 mois après la réalisation de l'atelier. Et on trouve que ça a du sens aussi de revoir les personnes en séance complète. Donc nous, on avait fait dans le cadre d'un DU il y a maintenant 4-5 ans 2009. Ah oui, il y a très longtemps maintenant. On avait fait un retour avec un bilan réalisé auprès des participants et on avait eu... j'ai plus les chiffres en tête là. Presque la moitié était revenue, mais sur un public, on avait choisi des ateliers ciblés parce qu'ils étaient très homogènes, avec une grande dynamique de groupe, du covoiturage, etc. On avait bien réussi notre coup et on avait 50% de gens qui étaient revenus dans des conditions exceptionnelles et favorables, sur un petit bassin qui était le bassin de Sarzeau où les gens n'étaient pas loin. Mais c'est vrai que reconvoquer les personnes à 3 mois, 6 mois ou 1 an,
Le risque, c'est d'avoir très peu de personnes qui reviennent pour... du coup, l'évaluation formelle par courrier est une première étape. Et après, je crois qu'il faut cibler des petites populations en tirant peut-être au sort pour avoir quelque chose de sérieux. Et voilà. Ou alors, ce sera, je pense, beaucoup plus facile dans des ateliers permanents pour lesquels les personnes ont été longuement intégrées dans le dispositif et sont au contraire demandeuses d'un suivi. Et ce sera d'autant plus facile si on met en place, pour l'instant on a du mal, les ateliers à pas à suivre, parce que si les gens restent dans le dispositif, la convocation leur paraît naturelle. S'ils sortent du dispositif, ils en sont souvent frustrés de sortir du dispositif. C'est pas leur choix de sortir, on les met un peu dehors, quoi. Et du coup, ils boudent un peu quand on les reconvoque à 6 mois. Ils nous répondent, vous aurez fait mieux de nous garder en dispositif. Ou alors, il faut la prévoir à la dernière séance. C'est un petit peu comme ça que font certains. Parce que l'effet indirect qui nous intéresse aussi beaucoup de ces ateliers, c'est le lien social, bien évidemment, que nous, on met beaucoup en avant, parce que là, vraiment, il y a un rôle majeur et des effets vraiment majeurs sur le lien social, l'envie qu'ont les gens après de se revoir et de continuer. Alors sur des activités, c'est encore mieux que vous leur proposez derrière, mais continuer à se voir aussi sur d'autres groupes. Donc le T2, des fois, c'est aussi ça, c'est de se dire à la dernière séance, eh bien, on vous propose de vous revoir dans 3 mois, et du coup... Mais bon, ce sera à revoir, hein, bien évidemment. Mais l'intérêt, c'est que ces évaluations qui sont contraignantes, parce qu'elles sont longues, eh bien, on puisse en retirer quelque chose, bien évidemment, et que ça puisse apporter au niveau national aussi des enseignements significatifs sur ces programmes de prévention et l'utilité de continuer à les financer surtout. Merci Laurence. Est-ce que parfois, par rapport à ces financements-là, il a été évoqué l'idée d'avoir un moyen de locomotion qui aille chercher les gens? Parce qu'en fait, on ne touche pas les gens qui sont chez eux. Et je pense qu'en prévention, c'est la différence entre ces ateliers événementiels touchent principalement des personnes qui sont en capacité d'avoir l'information, de se déplacer et d'y aller avec leurs copines. C'est en ce sens-là qu'on a développé les ateliers permanents afin de permettre de toucher les personnes plus fragiles, plus en difficulté, par le biais d'une orientation médico-sociale, comme c'était dit tout à l'heure, avec un pseudo-dépistage de la fragilité, en tout cas quelque chose où l'entourage médico-social ressent une difficulté en termes de déplacement de la personne. Et ensuite, nous, on réalise un bilan d'inclusion-exclusion pour rentrer les personnes dans le dispositif ou pas. Et il existe des possibilités pour les transports, qui ne sont pas financés directement par les caisses, ni par... par les caisses, par le biais de Agir Arco et le chèque transport, mais pas par le biais du dossier de subvention. Mais on promeut le covoiturage. On a des personnes qui covoiturent. Sur les ateliers permanents, on a souvent les enfants ou les conjoints qui amènent les premières fois, et puis après, on arrive à covoiturer. Et puis, c'est surtout le chèque Agir Arco par le biais des structures d'aide à domicile qui peuvent amener les personnes aux ateliers. J'ai plus les chiffres en tête, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais de mémoire, 150 € de transport la première fois en payant 15 €. Mais c'est 80 ans et plus. Oui, par contre, 80 ans et plus, mais nous, sur nos ateliers permanents, on est vraiment sur 80 ans et plus. C'est très rare qu'on est en dessous de 80 ans sur nos ateliers permanents. C'est rare. Mais après, la mobilité, c'est une vraie question qu'on doit aussi, nous, prendre en compte, bien évidemment, pour l'accompagnement des programmes. Et voilà, on va essayer de voir quand même, nous, tous les non-répondants qu'on peut avoir, aux personnes qu'on peut inviter à nos actions, pour essayer de voir quels sont les motifs aujourd'hui qui font que certaines personnes les plus isolées souvent ne viennent pas à nos programmes, et comment on peut mettre en place des accompagnements avec les partenaires locaux. Ça, c'est vraiment des choses, puisque les conférences des financeurs accordent des subventions importantes, mais il y en a beaucoup qui sont sur la mobilité, justement. Il faudra qu'on identifie bien, qu'on vous fasse passer l'information sur toutes ces solutions de transport adaptées qui sont mises en place sur les territoires, et qui pourront contribuer effectivement à rendre les personnes plus autonomes et à leur permettre d'aller vers toutes ces actions. Pour compléter, Julien, mais il y a aussi, je pense à certains territoires, le partenariat avec des services d'aide à domicile qui ont elles-mêmes... c'est dans ce cadre-là. Sortir plus des caisses. Pour compléter par rapport aux moyens de transport, là sur un autre territoire évidemment, on a fait un gros diagnostic et en fait, quand on interroge les gens, ils disent pas qu'il y a des soucis de transport. Et en fait, il y a beaucoup de solutions de transport, mais elles ne sont pas du tout connues. Et il y a plein de territoires, y compris des territoires, là je suis sur un territoire très rural, où on pourrait se dire qu'il n'y a rien, et c'est pas vrai. En fait, quel que soit l'habitant d'une de ces communes, il y a une solution. Par contre, les gens ne le savent absolument pas. Donc voilà, il y a aussi comment à un moment donné, tous les professionnels médico-sociaux sont assez eux-mêmes au courant pour pouvoir dire aux gens, attendez, effectivement, si la problématique, c'est une problématique de transport, il existe des solutions.
Voilà. Après, c'est pas toujours la panacée, mais il y a il y a peu de territoires finalement où il n'y a rien. Donc voilà, la question c'est comment on le fait savoir. Par expérience, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que le rôle des clics est absolument fondamental. Les clics, eux, ils connaissent tous ces fonctionnements-là. Ils connaissent les modes de financement, ils connaissent les modes de transport, etc. Et moi, j'ai la chance d'avoir un clic qui est vraiment génial là où je travaille, qui conseille énormément les gens, et je pense que tu parlais de disciplinarité, je vais y arriver, merci, tout à l'heure, et je pense qu'il faut qu'on essaie peut-être de les intégrer encore plus. Parce qu'ils ont les solutions et les connaissances que nous n'avons pas sur ce sujet.